Allez, bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. Désolé encore une fois pour le petit retard. Mais on ne change rien, on va faire le même exercice que les jours précédents aujourd'hui. On va commencer donc par le Bitcoin. J'ai pris un achat sur le Bitcoin tout à l'heure, il n'y a pas longtemps là. L'objectif c'était ce que j'avais donné hier. Alors je ne l'avais pas donné en français, je m'excuse, mais je l'avais donné au Ricain sur Telegram. L'objectif pour moi était donc d'acheter la zone basse en contact des Bollinger 20 périodes. J'avais donné, pour être textuellement formel, j'achète tout contact de la Bollinger basse 20 périodes si ce dernier se fait au-dessus du support. En gros, tant qu'on reste au-dessus du plus bas, si on vient faire un contact sur la Bollinger basse, j'achète. Voilà. Bon, donc comme ça s'est passé pendant la nuit, j'ai pas acheté ici, mais j'ai acheté ce matin. Donc là, de toute façon, on est en train d'avoir la prochaine validation sine wave. Je vous rappelle que le squeeze est une confirmation potentielle. Donc, comme le bleu, le triangle est bleu et qu'on a un squeezing, je pense que c'est une sortie haussière qui devrait se mettre en place de cette zone de prix. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'on est sur une zone totalement bâtarde. On n'est ni sur support ni sur résistance. Donc la validation de ce squeeze ne se fait que lorsqu'une clôture horaire se fera au-dessus du 1500 ou en dessous des 7700. Ça, c'est purement pragmatique, d'accord? On est au milieu de la zone, la résistance est là, le support est là. On accumule, on prépare un squeeze, ce qui veut dire qu'il peut y avoir une fausse cassure dans un squeeze. C'est-à-dire que si le marché fait hop et ensuite ça, c'est la clôture horaire sous ce niveau qui définira la sortie du squeeze. Évidemment, on peut faire l'inverse aussi. On revient ici et ensuite on part au nord. Ou alors on part au nord direct ou on part au sud direct. Ça aussi, c'est tout à fait possible. Mais la sortie du squeeze est difficile à anticiper. Rappelez-vous, la stratégie, elle vous dit de faire quoi quand vous êtes face à un squeeze. Si vous n'êtes pas en position, vous n'entrez pas. Vous attendez un trading sur breakout. Si vous êtes déjà en position, vous éloignez le stop et vous réduisez l'exposition si ce stop vous coûte trop cher. Mais voilà comment on doit agir. Donc là, pour moi, il n'y a pas 50 solutions. En tant qu'acheteur, si vous avez acheté, déjà d'une, je vous rappelle que c'est contre-tendance, donc ça ne peut se faire en aucun cas avec du levier, uniquement avec un levier très faible, pour spéculer sur un objectif de retracement, ce qui veut dire que dès qu'on arrive sous des résistances, il faut encaisser des profits. Donc là, on peut étant donné l'accumulation, anticiper la cassure de la première zone résistante. Ce qui fait qu'arriver sous la seconde, ici dans la zone des 9000, 9002, il faut encaisser un profit. Si vous avez acheté cette zone-là, ici, il faut encaisser un profit au moins partiel, ou total, ça dépend de votre aversion au risque, mais pour moi, il est obligatoire ici, dans cette zone-là, à l'approche des prochaines résistances, d'encaisser un profit si on s'amuse à acheter aujourd'hui. Voilà pour la chose. Ok, donc ça c'était pour l'aspect technique. Pour moi, je pense que c'est cette phase-là qui a le plus de chances de se produire, celle qui était sur les graphiques déjà depuis plusieurs jours. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'on avance, j'efface les lignes que j'avais anticipées. Je pense toujours qu'on va chercher, donc comme je vous l'avais annoncé hier, un point C, qui se situe pour moi, je pense, voilà, pour moi, le cluster technique se trouve là. C'est pour ça que je pense qu'on a des chances d'aller péter le point A et je spéculerai plutôt sur un flat extended, c'est-à-dire un point B qui va plus bas que le point d'origine et un point C qui terminera cette première phase de consolidation au-delà du point A. C'est typiquement ce qu'on appelle une conso volatile. C'est représentatif d'un marché qui ne sait pas vraiment où il va. Et c'est totalement ce qu'on veut voir sur le Bitcoin. Moi, je vous l'ai dit et je le répète, hier, ce qu'on voit ici, c'est un marché qui a peur, qui se fait peur. Et ce n'est pas du tout ce qu'on doit voir dans cette phase de marché. Je vous le rappelle, dans cette vague 5, on ne doit pas faire peur aux investisseurs. On doit leur faire un petit peu peur pour déclencher des ventes, mais ces peurs doivent rapidement être catalysées par un retour petit à petit et progressif vers les phases d'espoir. Rappelez-vous, pour moi, le schéma dans lequel on est, le schéma graphique, se constitue autour de cette oblique. Voilà, c'est-à-dire cette oblique qu'on avait, je vais bien dézoomer, voilà. L'oblique daily qu'on avait ici, pour moi, c'est vraiment le thermomètre du marché. C'est-à-dire que là, on pourrait aller un petit peu plus bas, c'est pas choquant si vous voulez. Mais tant qu'on reste sous cette oblique, c'est plutôt le sentiment de peur qui domine. Donc c'est ici qu'on favorise les achats. Pourquoi ? Parce que dans cette vague-là, ce qu'on fait, c'est qu'on va systématiquement jouer l'aspect psychologique. C'est ce que je vous défends depuis plusieurs jours sur le Bitcoin. En ce moment, si vous voulez trader le Bitcoin intelligemment, il ne faut pas simplement vous bloquer sur les figures chartistes. Le chartisme, c'est bien, mais dans un crack, le crack, c'est un état de marché très spécifique, qui n'est dû que parce qu'il y a eu surspéculation d'acteurs très peu expérimentés. C'est exactement ce qu'on a. Des gens qui ne connaissent rien au marché financier, qui se sont mis à spéculer très agressivement sur le Bitcoin et qui aujourd'hui en payent le prix. Donc, on a un marché qui est drivé par leurs émotions, puisque ce sont des gens non expérimentés,
qui gèrent mal leurs émotions, et c'est pour ça que la pattern de crack, elle est plus liée à de l'émotion qu'à du technique. Alors quand je vois aujourd'hui un tas d'analyses de gens qui cherchent des triangles, des wedges et des trucs comme ça, c'est pas vraiment ce qu'il faut appliquer dans cet état de marché. C'était ce qu'il fallait appliquer dans la phase spéculative, parce que dans la phase haussière du marché du Bitcoin, il fallait faire comme tout le monde. Donc là, comme tout le monde tradait un peu facile, j'ai envie de dire, c'est-à-dire on voyait un triangle, on le cassait par le haut, pouf, on achetait, et puis ça montait, c'était pump, c'était ultra pump, petit dump, et puis on repartait. Dans cette phase-là, il fallait faire comme ça, effectivement. C'est-à-dire qu'il fallait faire comme tout le monde dans la phase ascendante du Ponzi. Mais quand le Ponzi s'écroule, il faut comprendre que les phases de marché sont liées à la psychologie de ceux qui le composent. Et ceux qui font bouger les prix en ce moment, ce sont ceux qui ont des gros capitaux, mais ils le font de façon rationnelle face à ce qu'ils ont en face. Il faut que vous compreniez une chose, si vous voulez vous mettre dans la tête d'une whale, on va appeler ça un gros porteur. Moi, j'aime pas ce mot-là, c'est un mot typiquement inventé par les cryptos. Donc j'utilise ce mot-là, comme ça vous parle, mais moi, j'ai jamais parlé de whale avant d'en entendre parler. Moi, j'appelle tout simplement ça un gros porteur, un faiseur de marché, un market maker. Quelqu'un qui peut faire bouger le marché, qui a suffisamment de liquidités à exécuter pour influer le marché. Il faut que vous compreniez qu'il n'a rien à voir en termes de mécanique de trading par rapport à ce que vous connaissez. Vous achetez, vous vendez à un marché. Quand vous appuyez sur le bouton achat, vous trouvez toujours une contrepartie. Même chose quand vous vendez, mais vous êtes un plancton dans l'océan. Le faiseur de marché, le market maker, lui, c'est une grosse baleine qui se balade et son but, et je prends souvent cette image-là, parce qu'au final, le choix de la baleine est très intelligemment fait en soi, où en fait, quand la baleine chasse, si vous vous intéressez un peu à la méthode de chasse d'une baleine, une baleine, elle n'ouvre pas sa gueule d'un coup. C'est-à-dire que si la baleine ouvre sa gueule très violemment d'un coup, comme le ferait par exemple un requin. Voilà, un requin, il voit sa proie, il lui saute dessus, il ouvre la gueule d'un coup, et en fait, il va l'aspirer, enfin l'ouverture de la gueule crée une aspiration, une pression négative qui aspire les poissons dans la bouche. En fait, la baleine, elle n'a pas du tout ce système-là. C'est-à-dire que si la baleine ouvrait sa gueule d'un coup, elle créerait une dépression, et en fait, ça ferait fuir le plancton. Donc la baleine, elle fait comment pour bouffer ? En fait, elle fait rentrer le plancton tout doucement. C'est-à-dire qu'au lieu d'ouvrir sa gueule d'un coup et de créer une dépression à l'intérieur de sa bouche, elle fait l'inverse. Elle ouvre tout doucement pour que le plancton ne sente pas, ne perçoive pas cette différence de pression. Le plancton, du coup, se dirige lentement à travers les fanons et ils ne peuvent pas ressortir. C'est-à-dire qu'ils rentrent dans cette énorme bouche de la baleine, mais la baleine, elle n'est pas encore en train de les manger à ce stade-là. Elle ne fait que les accumuler. C'est-à-dire qu'elle accumule le plancton dans sa bouche. Le plancton, lui, il sent rien encore. Il est toujours dans de l'eau. Et tout ce qu'il sent, c'est que, voilà, effectivement, la concentration en plancton est légèrement en train d'augmenter. Mais si vous voulez, ça ne les inquiète pas plus que ça. Ils ne se posent pas plus de questions. Ils ne sentent pas ces variations de pression qui leur fait sentir qu'ils sont en train de se faire bouffer. Donc, ils ne se posent pas trop de questions. Bon, après, un plancton, c'est complètement con. Hein. On est bien d'accord, je ne vous compare pas non plus intelligemment à un plancton. Mais la réaction est la même. Voilà. C'est-à-dire que le but, c'est de vous faire rentrer dans la bouche sans vous bouffer. Et puis d'un coup, pouf, les fanons se referment. Vous ne pouvez plus sortir. Et là, la baleine ferme sa bouche et vous expulse vers son estomac. Et c'est là où vous comprenez que vous êtes en train de vous faire digérer, mais vous ne pouvez plus rien faire. Il n'y a plus de sortie. Il n'y a plus de porte de sortie. Et la baleine, elle fait exactement la même chose. C'est-à-dire que ce que font les whales et les faiseurs de marché, c'est qu'ils ouvrent la bouche, mais tout doucement, pour que vous ne les voyiez pas venir. Et évidemment, ils attendent qu'un maximum d'entre vous soient rentrés. Et quand ils ont réussi à exécuter leurs ordres, ils ferment la bouche et ils mangent, tout simplement. Et malheureusement, vous êtes souvent leur nourriture. Et il faut que vous compreniez ça. Ils vont du coup utiliser vos émotions. C'est-à-dire que quand vous ressentez de la peur dans un marché en crack, vous savez que théoriquement, les baleines sont en train de vous accumuler, c'est-à-dire qu'elles sont en train d'exécuter des ordres d'achat. Votre peur, vos ventes, sont leur contrepartie des achats. Elles génèrent cette peur pour que vous vendiez, comme ça elles peuvent acheter. Il faut qu'elles se nourrissent, et vous êtes leur nourriture, donc il faut qu'elles vous fassent rentrer dans leur bouche. Et c'est comme ça qu'elles font, en fait. Elles ouvrent tout doucement la bouche, les prix baissent, vous commencez à avoir peur, vous vendez en bas, et elles, c'est là où elles vous achètent, et c'est là où, d'un coup, pouf, les prix remontent, et c'est là où, en fait, vous atterrissez dans l'estomac. Mais à ce moment-là, c'est déjà trop tard. Vous avez vendu en bas, le marché est en train de casser des résistances, le piège est refermé sur vous, et après, soit vous êtes rationnel, vous dites, je me suis fait bouffer, vous arrêtez là, vous coupez la perte, soit vous rentrez dans le déni, et vous vous dites, non, c'est pas normal, le marché va rebaisser, et vous tenez vos pertes, et alors là, autant vous dire que la baleine se régale sur votre dos. Mais c'est comme ça que ça fonctionne. Il faut vraiment que vous compreniez ce schéma-là. Le principe, c'est que dans ce type de marché-là, c'est vos émotions qui définissent ce que font très probablement les baleines. C'est jamais une certitude. Mais quand vous voyez de la peur, vous savez que généralement, elles sont en train d'exécuter des ordres d'achat. Parce que vous êtes en train de vendre, donc elles font l'opposé. Parce qu'en fait, elles vous manipulent entre guillemets, pour avoir suffisamment de liquidité pour exécuter leurs ordres. C'est-à-dire que si elles veulent acheter un petit peu, elles veulent que vous vendiez pour qu'elles puissent acheter.
Et quand elles veulent vendre, il faut que vous achetiez pour qu'elles puissent vendre. Parce que si une whale, elle arrive et qu'elle dit, par exemple, là, moi j'ai 500 millions à exécuter à la vente. Si elle fait comme vous pensez, appuyez sur le bouton vente, ben, elle tue le marché. Il n'y a pas 500 millions de prêts dans les carnets d'ordre, prêts à exécuter. Donc si elle a fait vendre au marché à 500 millions, elle défonce le marché, votre Bitcoin, il perd 5% en quelques secondes. Donc c'est pas possible. Il faut avoir une mécanique, une stratégie de market making, c'est-à-dire qu'il faut faire en sorte que vous trouviez les contreparties. Et pour ça, bah, c'est comme une baleine chasserait le plancton dans l'océan. Il y a une stratégie qui se met en place. Et la façon de comprendre comment fonctionne cette stratégie, bah, effectivement, la chasse de la baleine est assez... Enfin, la méthode de prédation de la baleine est assez intéressante en soi, puisqu'elle reflète bien ce qui se passe dans la réalité du marché chez ces gros porteurs. Donc là, moi, voilà, quand je vois le marché hier en mode peur, c'est-à-dire, bah, je le vois à travers ce que vous m'envoyez comme message, les commentaires, je le vois qu'hier, vous avez paniqué. Tout le monde, bon, qu'est-ce qu'il fait, Phil? Est-ce qu'on déclenche les stops? Est-ce que, voilà, tout de suite, peur, panique, toujours les mêmes émotions qui reviennent. Et quand je vois ça, bah, moi, je sais qu'on est probablement sur un creux. Donc, bah, hier, voilà, je cherchais des structures qui me permettaient d'acheter ce creux. J'ai préféré rester très soft hier, ne pas acheter le bottom. Par contre, j'achète ce matin. C'est spéculatif. Donc, comme je vous dis, je peux me planter. Hein. Il se peut qu'on remette une petite vague de peur. Maintenant, ça, c'est le sentiment. Encore une fois, l'étape d'une stratégie, avant de passer sur un trade, il faut vraiment les 3 conditions. Et je vous dis, ça, c'est l'étape numéro 1. Le sentiment, la perception que j'ai de ce marché, moi, c'est que là, j'ai l'impression que les whales sont en train de vous acheter. Exactement comme ça pouvait se produire ici. Et vous voyez que derrière, elles vous ont refermé le piège. Et puis, bah voilà, si vous étiez en train de vendre ici, ça vous a coûté cher, quoi. Donc, je pense que c'est à peu près la même chose qui est en train de se produire là, en l'état, aujourd'hui. Donc, attention à ça, à ne pas être une proie facile pour ce qui pourrait être une stratégie de légère couverture à l'achat pour des whales. C'est-à-dire, elles ne vont pas acheter ici le to the moon. Elles vont juste soutenir le marché dans l'objectif de ne pas vous induire en erreur. Voilà. Le but, c'est que vous ne partiez pas de ce marché. Pour qu'elles puissent acheter, et à bas prix, probablement vers cette zone-là, il faut que vous restiez à l'achat jusque-là et que vous lâchiez vos achats ici. Ce qu'elles veulent, les whales, c'est que tous les gens qui ont acheté ici, moi je vous ai dit, rappelez-vous à l'époque, je vous ai dit, tous ceux qui ont acheté au-dessus de 10 250, on ne repassera probablement plus jamais au-dessus de ces prix. C'est-à-dire que là, moi aujourd'hui, le maxi que j'anticipe en retracement, c'est effectivement 10 250. Au-dessus de ce prix, moi je revends à l'aveugle, je ne chercherai même pas à réfléchir. Et tous ceux qui ont acheté là, elles vont tout faire pour que vous restiez en position, jusqu'en bas. Et c'est quand vous allez désespérer en bas qu'elles vont acheter vos ordres. Je pense. Moi, je pense qu'une whale, elle va essayer d'acheter très bas et sous 6 000 $, mais ça veut dire que bah, là où elle anticipe ses achats, c'est sous 6 000 $, il va falloir qu'elle vous induise entre guillemets en erreur pour que vous teniez vos achats jusqu'à cette zone de prix et qu'une fois arrivé dans cette zone de prix, vous soyez tellement désespéré que vous allez les revendre et c'est là qu'elles achèteront tout ce qui se présentera devant elles, je pense. Voilà. Encore une fois, hein, c'est purement stratégique et comme je vous dis, c'est juste que c'est généralement comme ça que pensent les conseillers en gestion patrimoniale de ces grosses fortunes-là. Voilà. Donc généralement, il y a une tendance à faire que voilà, ces gens-là travaillent plus ou moins de la même façon parce que c'est des conseillers financiers qui font ça et ils ont tous des stratégies de conseillers financiers. Ces gens-là sont des traders comme moi, hein, voilà, donc on applique les mêmes stratégies et si je pense comprendre leur méthode de fonctionnement, c'est parce que j'applique les mêmes, tout simplement. Voilà. Donc bref, pour moi, plutôt un sentiment légèrement acheteur. Maintenant, j'y mettrai pas tout mon compte là-dedans. Pour moi, la tendance est baissière, mais je vous le rappelle, pour moi, on essaie de constituer ce rythme. C'est-à-dire que moi, mon job, c'est d'anticiper le rythme du marché. Et je pense qu'ici, on est sur un rythme plutôt bas qui devrait nous ramener vers des points hauts. Donc, plutôt une légère espérance acheteuse dans un canal baissier, et c'est ça qui est important. Donc dans un canal baissier, c'est plutôt les ventes qui ont le plus de probabilité de rapporter des gains, donc c'est plus de conviction sur les ventes que je n'en mets sur les achats, mais comme c'est un canal à faible pente, et je vous rappelle, c'est ce qu'on doit voir dans cette vague 5, on doit voir une oscillation entre une petite peur mais maîtrisée, ça ne doit pas passer en mode panique, la panique c'est la vague 3, ça c'est panique. Ça, c'est normal ici que le marché panique et fasse des phases très verticales comme ça, puisque c'est le but de vous faire peur dans cette phase-là. Mais là, le but, c'est d'entretenir un équilibre intelligent entre des sensations de peur et de retour de l'espoir. Au-dessus de l'oblique, espoir. En dessous, peur. Espoir, peur, mais petit à petit, on vous grignote.
Et quand on sera arrivé sur des zones de prix suffisamment intéressantes, on ne fait plus rien, on tue la volatilité, on attend que vous soyez désespéré, et quand vous êtes désespéré et que vous vendez, c'est là où on achète. Ok ? Voilà la stratégie. Encore une fois, ce n'est pas été inventé hier. Je n'ai pas dit que je détenais la vérité. Je dis que très probablement, à mon avis, les conseillers économiques, les gens qui conseillent ces gros porteurs, ceux qui ont plusieurs millions en Bitcoin, et je pense que c'est ça qu'ils font comme stratégie. Voilà, ils vont vous faire baisser tout doucement, mais pas trop vite. Et ils vont tout simplement soutenir ponctuellement le marché, puis revendre un peu plus ici, soutenir ponctuellement le marché, revendre. Et dès qu'on arrivera sur la zone qui nous intéresse, on ne fait plus rien, on écrase la vol et on attend que vous lâchiez vos achats. Voilà comment ça fonctionnera, je pense, pour moi, dans la stratégie de trading. Bref, donc, allez, techniquement parlant, donc ça c'était, je vous l'ai dit, l'aspect perception que j'ai du marché. Donc l'étape numéro 1 avant d'anticiper un trade. Maintenant, on passe sur la partie technique. Donc sur la partie technique, il faut trouver un cadre technique qui corrobore votre scénario. Parce que s'il n'y a rien qui corrobore ça, vous ne pouvez vraiment pas trader. Hein. Encore une fois, pas de cadre technique, pas de trade. Donc la conviction, c'est qu'on cherche le bottom d'un canal. Donc ça reste risqué, on n'y met pas son compte en termes de leverage, mais plutôt une légère probabilité haussière plus que baissière. En tout cas, si ça baisse, on ne pourra pas aller au creux, quoi. Pour moi, le prochain support, il est à 7000. Je ne pense pas qu'on puisse atteindre ce support. Par contre, je vois un niveau Fibonacci 161% ici, qui est donc cette vague-là, tac, tac, tac. Je ne serais pas surpris ni choqué que le marché aille chercher ce Fibonacci à 7600 $. Donc, il faut pouvoir s'autoriser ce prix en tant que niveau d'invalidation. Votre stop doit se trouver sous ce truc-là. Il faut laisser la possibilité au marché de venir chercher ce prix. Voilà. Donc, ça veut dire pas de surexposition. Ça veut dire que le Bitcoin peut très bien, là, refaire un moins 7% aujourd'hui en intraday. Et si vous vous faites stopper sur un plus bas, c'est complètement con. Voilà. Donc, les signaux techniques, pour moi, c'est une consolidation en ABC. C'est pour ça que je pense qu'on a trouvé le bottom ici. Donc, ça fait A en deux vagues, B en deux vagues, qui vient chercher spécifiquement cette zone des 127-138% de la vague A. C'est-à-dire, on va plus loin que la vague A. On en retrace 138%. Et si on échoue dans cette zone, généralement, c'est une structure A-B qui se termine par une vague C en 5 vagues. Là, il s'agit donc d'une impulsion haussière. Et là, ce ne sera pas ABC. Là, ce sera 1, 2, 3, 4, 5, qui vient chercher soit 100% de la vague A. Dans ce cas-là, c'est ce qu'on appelle un running flat. Le point B se fait sous le point d'origine. Le point C se fait sous le point A. Et donc, c'est ce qu'on appelle une consolidation dynamique d'un marché qui repartira à la baisse derrière. C'est une des possibilités. La deuxième possibilité, c'est qu'on fasse un extended flat, où dans ce cas-là, le point C se fait au-delà du point d'origine. On a donc point bas plus bas que le point d'origine, point haut plus haut que la première vague de consolidation. C'est ce qu'on appelle une consolidation volatile. C'est ce qu'on voit dans les marchés qui sont typiquement un peu perdus. Voilà, les marchés qui manquent un peu de conviction. Et pour moi, ça colle absolument avec ce qu'on recherche ici. On cherche à semer la confusion, à semer le doute. Donc, pour moi, le running flat, peu probable. Mais on sera sous une résistance. Il faudra prendre des profits partiels, au moins dans cette zone de prix. Et évidemment, peut-être essayer d'en tirer un peu au-dessus. L'objectif, de toute façon, ici, c'est de tirer 5 vagues. Donc, pour moi, tant qu'on n'a pas fait 5 vagues, voilà comment je pense qu'on fait. Ok ? Moi, voilà la structure que j'anticipe. La structure de prix que je vois en ce moment se mettre en place, c'est plutôt un truc comme ça. Voilà. Si la vague 3 arrive à dépasser la résistance, impeccable. Si la vague 3 échoue sous résistance, le risque, ce sera de faire ça. Et dans ce cas-là, il faudra effectivement sortir sur cette zone de prix. Il y a plusieurs schémas. Moi, je vous dis, je n'en sais rien. Mais comme là, je vois qu'effectivement, on fait un bon gros triangle d'accumulation, si l'impulsion derrière est bien puissante, pour moi, la résistance se trouve là. Donc, je dirais que ça ferait 3, 4 et éventuellement derrière une grande 5 qui viendra faire ça. Ok ? Dans ce cas-là, la 4 viendra faire overlap sur la 1. Si on veut une 5 étendue, ça c'est un schéma qui me semblerait tout à fait logique. On vient ici, on prend ses bénéfices, on teste un rachat sur le support ici, pour éventuellement jouer donc la vague 5. Okay ? Si c'est un flat, il ne peut y avoir que 5 vagues. On ne pourra pas ici faire ABC et repartir baissier. Il faut que ce soit 1, 2, 3, 4, 5 pour pouvoir repartir baissier ici. Donc dans ce cas-là, on n'aura qu'à suivre le décompte. Si le marché effectivement trouve son bottom ici, si on arrive à ce point-là, il faudra simplement compter le décompte de vagues. Si on a 5 vagues de hausse, eh bien on sait qu'il faut vendre ce prix-là. Si on n'en a que 2, si on n'en a que 3, il en restera 2 à faire pour aller pousser probablement au 161,8. Voilà pour la partie Bitcoin. Bon, ça a été un peu long ce matin, mais il y avait des choses intéressantes et comme ça, je vous ai glissé un peu de contenu éducatif qui, j'espère, vous ravira. Donc le Bitcoin, prudence. Voilà, tant que pour moi, on tient le support, le risque, c'est que ce squeeze soit un peu volatile et nous amène peut-être chasser légèrement plus bas pour aller peut-être tâter ce niveau des 7006.
Donc se garder un petit peu de marge de manœuvre pour que le marché puisse aller traiter éventuellement cette zone-là, se faire un petit peu peur pour aller déclencher des ventes ici par exemple. Et dans ce cas-là, ici, on casse, ça déclenche un max de vente et puis le marché remonte. Tout à fait possible. Ça reste dans la stratégie d'un trading de whale. Ce serait gênant pour moi parce qu'on casserait la zone 138, mais c'est possible. Voilà. Allez, pour le Bitcoin, terminé. Maintenant, VIX. Donc le VIX qui échoue hier sous résistance. On travaille la résistance, on a fait croire et miroiter que ça partirait au nord, on retrouve un cycle bear, le marché est en train de repartir baissier. De toute façon, mon stop me coûte quasiment rien, donc je reste dans ce marché. L'expiration se fait en début de semaine prochaine, donc je prends un risque, c'est-à-dire que là, clairement, j'ai un gain latent que je laisse dans le marché, au risque de perdre ce gain, c'est-à-dire de me retrouver chassé à break-even. Je prends le risque de rester overweek, parce que s'il se passe un truc ce week-end, pour une raison X ou Y, on peut très bien avoir une explosion du VIX lundi matin, et dans ce cas-là, je serais bien content d'avoir conservé mes achats de VIX. Donc je prends le risque de lâcher le gain potentiel actuel, mais comme pour moi le scénario est arrivé en validation, en fait je ne fais que respecter ma stratégie. C'est-à-dire pour moi, scénario qui arrive en validation, j'ai remonté mon stop. Maintenant, si on traverse cette zone, c'est normalement la target numéro 1 qui sera atteinte. Donc je joue toujours la possibilité, évidemment, à noter le fait que le 20, donc le mardi, il y a expiration des contrats VIX sur les futurs, donc les CFD également. Donc ça veut dire que mon contrat CFD sera soldé le 20, mardi, donc j'espère qu'il se passera un truc ce week-end pour qu'on aille chercher la target numéro 1. Sinon, très probablement, on va revenir sur mon prix d'entrée ou proche. Je serai sorti sans gros gain et je serai forcé probablement de racheter dès mercredi matin sur la nouvelle échéance VIX. Les indices, on n'en parle pas vraiment. Surnée des 4 sorcières, arbitrage. Donc il n'y a pas grand-chose à dire. Pour moi, on peut se faire une petite frayeur, c'est-à-dire que sur le S&P, voilà, on accumule bien, donc je dirais peut-être une petite fausse baissière pour éventuellement remonter derrière, ou alors on remonte direct. J'en sais rien. En tout cas, c'est de l'habillage de bilan de fin de trimestre. Donc là, il faut rester prudent. Sur une séance 4 sorcières, je n'ai pas de conviction sur les indices, quels qu'ils soient, européens, américains. Je ne sais absolument pas où on finira ce soir. C'est vraiment les mouvements de marché aujourd'hui, le volume qui va arriver dans les carnets est lié majoritairement à des habillages de bilan dans les salles de marché. Donc, soit vous êtes dans ces dites salles de marché et vous avez les bruits de couloir et vous savez ce qui va se passer. Si c'est plutôt on solde nos achats ou au contraire on essaie de pousser pour avoir les meilleurs rendements pour les clients, je ne sais pas. Voilà. Moi je ne suis pas dans les salles là, donc je ne peux pas vous dire, ce serait complètement stupide que de vous donner un scénario à ce niveau-là. Donc les indices on ne traite pas aujourd'hui. Qu'est-ce que je vais regarder d'autre? Le gaz, ça retombe encore, le gaz, ça ne veut vraiment pas. Voilà, donc le gaz, c'est cassure de support, donc j'ai dû être sorti moi. Voilà, de toute façon, break baissier. Ils étaient où moi mes stops? Ouais, je crois qu'ils devaient être par là, donc j'ai dû être déclenché sur mes stops sur le gaz. Donc ça retombe, c'est pas intéressant. Donc dans ce cas-là, on a trouvé le sommet de la vague 3, c'est la 5 éventuellement qui sera étendue. Enfin, c'est quand même une énorme vague 3 en termes d'amplitude, c'est quand même hallucinant. Donc il faut faire attention, voilà. Soit dans ce cas-là c'est A, B, C d'une forme de consolidation très très spéciale, et dans ce cas-là ça reste baissier, et dans ce cas-là je vous dis on va chercher cette zone de prix. Moi ça se joue sur ce prochain support. En fait soit ce break, c'est le break qui va nous conduire vers le support. En fait voilà, bon en fait je peux pas faire mieux que ça. Voilà, sine wave fait le travail une fois de plus merveilleusement bien. Vous avez la target ici, regardez ce qui se passe, le marché break, et on bouge pas. Donc là, si on va au-delà de la target, c'est installation d'une tendance baissière, ça veut dire qu'on va chasser les stops ici, et que probablement on se redirige dans une nouvelle tendance baissière qui nous tirera peut-être vers la zone des 2,42. L'autre solution, c'est que malheureusement on fait A, B, C, on trouve des acheteurs ici, on invalide le break et on reprend la direction des résistances. Dans ce cas-là, on aura trouvé 1.4, et derrière suivra une 5 étendue. On est bien en overlap 1,4. Si on trouve un support ici, pour moi derrière c'est une 5 étendue. Et une 5 qui va être violente. Voilà. C'est-à-dire que là, vu l'amplitude de la 3, sa durée d'accumulation, on va mettre des extensions pour avoir un schéma un peu plus technique, d'accord, pour voir ce qu'on peut viser comme objectif. Voilà, bon, je ne peux pas faire mieux que ça. Voilà. Ça nous amène tout droit vers la target recherchée. C'est-à-dire que là, honnêtement, je pense que sur un truc pareil, vu la longueur d'accumulation de la 3, si on doit avoir une vague 5, je pense qu'elle nous amène au moins ici, et je dirais même là, voilà.
je dirais un 76,4 pour trouver une zone attractive ici, pour prendre des profits sur le gaz. Là aussi, hein, le problème du gaz, c'est que c'est un contrat à terme, donc il faut gérer les échéances. C'est assez emmerdant. Donc voilà, pour moi, tout se joue au niveau de ce break. Donc je vais aller mettre 2 alertes. Un gaz qui casse ce bottom-là, c'est un gaz qui, pour ma part, n'a plus de réel intérêt acheteur. Par contre, un gaz qui repasse ici, là, c'est un gaz qu'il faut acheter. Un gaz qui invaliderait son break, là, c'est une grosse direction haussière dans une 5 étendue. Donc là, il ne faudra pas hésiter à foncer, c'est-à-dire à rentrer en cassure de résistance et renforcer. Voilà. Les étapes du trade sont assez faciles à distinguer, puisque du coup, en fait, il vous suffit d'utiliser les niveaux de retracement Fibo. Donc je vous dis, si on trouve un support ici, tenez, d'ailleurs, on va faire un exercice que je trouve assez amusant, parce que là, en fait, il me semble qu'on doit être sur le 14,6. 0.14. Voilà, exactement. Donc là, effectivement, cette zone-là, soit on trouve un support ici, et c'est haussier, soit on ne trouve pas de support ici, c'est baissier, et on va casser le plus bas. C'est-à-dire que vraiment ici, pour moi, c'est dans ce cas-là, on se dirige au moins vers là, voire le bas de la zone, c'est-à-dire 2,80. 2,28, pardon. Donc vraiment 2 scénarios pour moi, et je n'ai aucun réel sentiment dans ce marché, si ce n'est que pour moi c'est plutôt haussier. Mais cette longue phase d'accumulation, soit elle prépare une explosion haussière, mais alors vraiment une explosion haussière, soit elle prépare au contraire la poursuite d'un repli baissier pour retrouver des prix plus attractifs. Donc je dirais là vraiment c'est le pire moment pour se positionner, parce que là c'est vraiment au doigt mouillé, vous jouez à 50-50. C'est du 50-50. Si vous achetez et que vous êtes dans le bon camp, tant mieux, vous avez un bon prix. Si vous achetez et que ça tombe, vous avez un très très mauvais prix, et vous serez assez gêné de rester acheteur de ce prix-là si on devait travailler cette zone de prix, avec des contrats à échéance. Parce que je vous rappelle encore une fois, si le contrat n'était pas à échéance, ce ne serait pas gênant d'acheter ici. Mais vu que le contrat est à échéance, si vous achetez ici, l'échéance se fait par exemple le 22-23. Si vous achetez là, le prix est ici le 22-23, vous l'avez dans le baba, vous êtes obligé de vous prendre la perte sèche, quoi. Voilà. C'est le problème du contrat. Et en plus, le problème, c'est que vous pouvez très bien avoir un futur qui vient clôturer son échéance ici, et la réouverture se faire ici. C'est-à-dire derrière, on réouvre en gap haussier et ça achète. Et dans ce cas-là, vous aviez acheté ici, vous faites stopper tout en bas et vous êtes obligé de racheter le même prix derrière. C'est ça qui est gênant. Voilà. Le problème du gaz, c'est qu'il fait des gros gaps sur les échéances. Regardez ici, boum, échéance du contrat, vous voyez où on a rouvert ? C'est assez gênant. Voilà. Donc il faut faire gaffe avec le gaz. C'est un contrat à terme qui, malheureusement, a une très fâcheuse tendance à gaper les échéances. Donc ce serait gênant, franchement, qu'on se retrouve dans le cas où on vienne clôturer l'échéance tout en bas pour revenir gaper au-dessus ensuite. Voilà. C'est-à-dire qu'on perdrait toute la zone de risque ratio rendement intéressant. Ce serait le pire des scénarios, en fait. Donc surveillance du gaz accrue. Le gold, on va regarder, mais pour moi c'est toujours un bruit assez assourdissant, typique d'un range et d'un marché complètement manipulé comme le sont les devises. Je maintiens mon schéma là-dessus. Pour moi, là, si vous trouvez quelque chose à trader là-dedans, vous et moi, on a un problème. Ça, c'est du bruit. C'est du pur bruit, donc il ne faut pas trader. Le gold, il ne faut pas trader. C'est manipulé par les banques centrales. Je pense qu'il n'y a pas d'autre mot et il ne faut pas chercher à cacher. C'est totalement manipulé par le dollar. C'est-à-dire que là, comme l'once d'or, elle est mesurée par rapport au dollar, il suffit de manipuler le dollar et vous manipulez le prix de l'once d'or, tout simplement. Donc, pour moi, il y a un gros problème et ça va coûter cher si la confiance est rompue. Mais ça, c'est ce dont on a parlé hier. Je ne vais pas revenir dessus. L'US Oil, c'est sans grand intérêt non plus. Pareil, tout ce qu'il y a de plus manipulé. De toute façon, regardez, en fait, le gold et l'US Oil, tout est indexé en dollars. Donc, vous manipulez le dollar, vous manipulez le prix du gold, vous manipulez le prix de tout. Voilà. Donc, je vous ai dit, pour moi, la prochaine crise financière, c'est la fin du dollar. Enfin, c'est la fin de l'hégémonie du dollar. Le monde n'est plus prêt aujourd'hui à supporter les conneries des Américains et de leur dollar qui manipulent tout. Ils jouent un jeu dangereux depuis des années et les Américains, ça va leur retomber dessus tôt ou tard. Et évidemment, ils vont perdre leur dollar, leur hégémonie dollar référent mondial dans les échanges. Et puis, c'est quand même une aberration que l'or que vous échangez aujourd'hui dans le monde soit indexé sur le dollar. Et c'est quand même effarant, pareil, que le pétrodollar soit encore autorisé aujourd'hui. Voilà. Mais ça, on en parlera plus tard. Encore une fois, on ne va pas faire de polémique altermondialiste là-dessus. L'eurodoll, toujours aussi inintéressant, j'imagine. Voilà, de toute façon, tout ça, vous prenez ces trois-là. Là. Eurodoll, US Oil, Gold, c'est les trois témoins de la manipulation évidente de la Fed sur le marché. Voilà. Donc,
c'est très mauvais signe. Hein. Je vous dis, ça n'annonce rien de bon quand vous avez des manipulations de telles envergures sur des marchés financiers avec un tel niveau de liquidité. C'est surtout ça. Parce qu'en fait, le danger, c'est pas réellement le pétrodollar et le gold en dollars. Le vrai danger, c'est la liquidité, l'extrême liquidité de ce marché, qui est illusoire en fait. Parce qu'en fait, on a tout un paquet de liquidités qui a toujours été orienté dans le même sens. C'est-à-dire que cette liquidité a toujours soutenu des achats. Mais il ne faut pas oublier que la liquidité, elle peut se mettre à la vente. Voilà. Et si ça devait un jour spéculer à la vente sur le dollar, mais vraiment à la vente, c'est pas un 25 l'euro-dollar. Voilà. C'est-à-dire que là, on retournerait sur 1,45, 1,50. Et là, honnêtement, je pense que de très très sales choses se produiront ensuite. Voilà. Mais ça, encore un scénario très noir, très peu de probabilité que ça se produise. Mais encore une fois, je vous le répète, si vous entendez ces scénarios-là au cours des cycles économiques, permabère, très mauvais, c'est pas du trading. Voilà. On ne traite pas ce qu'on aimerait voir et la rationalité du marché. Le marché n'est jamais rationnel. Par contre, quand on arrive en fin de cycle de marché, c'est là où le marché se repose les questions de sa rationalité. Et c'est là où justement il faut se poser ces questions-là et commencer à anticiper des scénarios un peu noirs, en sachant qu'évidemment, on ne peut jamais en trouver le timing. Je ne peux pas vous dire c'est demain que les investisseurs vont niquer le dollar et décider que c'est fini cette hégémonie. Voilà. Mais je suis pratiquement sûr qu'un jour ça arrivera. Et que ce jour se rapproche dangereusement aujourd'hui. Mais encore une fois, ça ne veut pas dire bougez-vous le cul et sautez sur l'occasion. Ça peut très bien vous prendre encore 6 mois, 1 an, et si vous vendez aujourd'hui, vous l'avez dans le baba, quoi. Voilà. Donc attention, vraiment prudence, mais je vous dis, moi d'expérience, je sens qu'un truc très moche se dessine sur les marchés, et surtout, moi je ne fais pas partie des gens qui plaident ce scénario-là depuis 10 ans. Hein, voilà. Moi, ça fait que 1 an que je sens qu'on prend une tournure un peu dangereuse, mais je suis patient. Voilà. Ça fait 1 an que je tente des petites ventes pour tester un peu la réaction du marché. Le jour où je vais trouver la réaction que je veux, vous pouvez être sûr que je vais dégommer toutes les actions qui traînent. Hein. Voilà. Ça, j'ai toujours été clair là-dessus. Hein. Moi, je spécule, je suis un spéculateur. Donc je sais que mon métier ne peut se faire qu'avec des validations. Tant que le marché ne valide pas, je ne mets pas de levier. Mais vous pouvez être sûr que le jour où je vois les marchés US trébucher, je sors un bon paquet de liquidités à la vente à découvert. Ça, c'est clair, et je n'hésiterai pas à vendre à découvert toutes les actions US qui sont surachetées et que vous connaissez, dont on a déjà parlé. L'euro-yen, on va regarder rapidos parce que je vois que ça rechute. Alors, donc, euro-yen, est-ce qu'on se repositionne dans ce truc-là ou non? Je suis perplexe, je suis assez gêné. C'est-à-dire que là, on a donc A, B, et on a ce truc-là en 2 vagues. Donc, qu'est-ce que c'est que ça? Je reste dubitatif. Là, je n'ai pas de structure qui me permette de trader. J'aurais voulu cette extension haussière, le marché ne la fait pas. Est-ce que pour autant, là, il faut rentrer vendeur? Déjà, il n'y a pas de signaux de vente. Là, c'est même plutôt des signaux acheteurs qui sont en train de se mettre en place. Le dernier signal en date se produit donc ici. Donc là, il y a bien un signal acheteur. Donc je dirais que le marché doit au moins revenir tester le signal acheteur pour donner un signal de reprise quel qu'il soit. Ça veut dire que tant que l'euro-yen ne vient pas au moins retester les 130,80, on va dire, ça veut dire qu'il n'y a pas de bottom à acheter. Après, maintenant, tant qu'on reste au-dessus de ça, en soi, ça reste intéressant. Okay, mais là, vous voyez, regardez comment le marché se construit à chaque fois. Hop là, boum, il vous déclenche la pattern acheteuse, et la bougie d'après, boum, invalidation, overload. Même chose ici, regardez, boum, ça achète, et ici, vous ne pouvez plus acheter. Cette bougie-là, elle vous dit que vous allez vous faire dégommer, que le marché va probablement plus bas. Donc en fait, vous achetez le triangle bleu, ici vous êtes obligé de sortir, le marché va plus bas. Là, il vous fait même chose, il vous donne un signal d'achat, là, il n'y a pas de triangle bleu, mais boum, la bougie d'après, on vous dégomme. Donc là, il faut vraiment faire attention. Hein. Ça, c'est de la lessiveuse pure et dure. Pour ceux qui sont là depuis longtemps, vous connaissez cette pattern. Pour les autres, je vais vous la donner immédiatement. Comme ça, vous saurez ce qu'est une lessiveuse. Donc la lessiveuse, c'est un état de marché très particulier. C'est une chasse au stop. Voilà. C'est-à-dire que là, c'est quand vous avez un marché. Alors, il faut respecter les conditions très spécifiques. Le marché doit évoluer au sein d'un canal très étriqué. Le momentum doit rester exclusivement inférieur à 0 pendant une très longue période. C'est-à-dire que c'est exactement le cas. Hein. Là, regardez, on est inférieur à 0 depuis 60 bougies horaires. Donc ça fait 60 heures qu'on est orienté à la baisse dans l'euro-yen. On est bien dans ce petit canal baissier. Donc c'est bien la structure de prix qu'on recherche pour une lessiveuse. Il y a une toute petite extraction ici, mais qui n'a pas réussi à durer bien longtemps. La lessiveuse, c'est un marché qu'il ne faut pas anticiper. Vous ne pouvez pas savoir où se produira la sortie de ce marché-là. Tout ce que vous pouvez savoir, c'est qu'il faut attendre. Dès que le marché sortira de cette structure par le haut, et que le momentum repassera
en supérieur, il y aura la même lessiveuse qui se mettra en place dans l'autre sens derrière. C'est-à-dire que le marché fait donc 2 canaux comme ça. Voilà. La lessiveuse, c'est ça. C'est un marché débile qui va trouver une borne haute, une borne basse et qui va rester au sein de ces canaux. Celui-là, on ne sait pas jusqu'où il ira. On peut très bien remonter ici, puis s'arrêter et repartir à la baisse. Tout ce qu'on sait, c'est que là, une fois qu'on sort du canal baissier, avec des clôtures, on peut repasser acheteur du marché. Moi, je vous ai dit, je n'achète pas l'euro-yen, donc j'attends que la lessiveuse là se termine, que le marché ait ramassé tous les stops. Là. Voilà. Une fois qu'il aura raclé tous les stops, qu'il n'aura plus assez de stops, je dirais que ça devra se produire très probablement par l'approche de ce support. Je dirais encore peut-être une phase de baisse, on vient chercher le support, et normalement l'euro-yen devrait se rediriger à la hausse. Là, honnêtement, moi, je n'ai pas de structure de prix, si ce n'est que ça, c'est peut-être une vague 1. Donc, on aurait peut-être trouvé notre vague C ici. Maintenant, moi, je n'ai pas de schéma qui me permette de corroborer cette chose-là. Donc, je suis assez gêné. Voilà, pour moi, cette structure-là n'est pas... mais ça, après, il ne faut pas surrationaliser. Hein. Je vous rappelle que l'euro-yen, pour moi, c'est quand même un actif qui a de très forts potentiels baissiers. Donc... si ça doit rebaisser, ça m'intéresse. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va spéculer pour l'instant sur un truc pareil. C'est-à-dire qu'on va déjà attendre le bottom, sortie de la lessiveuse, et je pense qu'on va spéculer sur le fait qu'on sera peut-être déjà en train de repartir sur des cycles baissiers sur l'euro-yen. Alors là, je me fous de l'amplitude, hein, c'est juste vous dire, je cherche un déployer 5 vagues de baisse, sans vraiment savoir encore jusqu'où on ira. Donc la stratégie va être pour moi la suivante. Considérons ça comme une impulsion baissière, même si généralement une lessiveuse n'est pas une impulsion. Hein, voilà. Je fais la parallèle immédiatement parce que j'y pense. Voilà, Bitcoin, ça là, c'était purement une lessiveuse aussi. Okay, c'est pour ça que pour moi, ça, c'était pas une vague de tendance. Vous étiez tous là en train de flipper, de vous dire que le marché était baissier. Moi, pour moi, ça, c'est juste une lessiveuse. Quoi. On vous a lessivé à la baisse pendant toutes ces heures. Et c'est pas signe d'une tendance, une lessiveuse, au contraire. C'est signe d'un marché qui cherche les stops. Voilà. Et c'est pour ça que je vous dis que je n'ai pas donné mes stops sur le Bitcoin. Parce que je connais cet état de marché et c'est pas... Voilà. Ça ne correspond pas avec ce que je voulais voir. Bref, on revient sur ce où on était, l'euro-yen. Donc, sortie de la lessiveuse, déjà, c'est la première des choses à faire. On attend que la sortie se produise. Pour l'instant, le momentum reste en dessous de 0 et les clôtures se font à l'intérieur du canal. Donc, lessiveuse en cours, on n'achète pas. On attend que ça sorte. Et l'objectif sera donc, une fois le bottom trouvé, de se positionner, je pense, sur des niveaux de retracement. Donc, positionner ces niveaux de retracement et essayer d'attraper, comme d'hab, un scénario au risque rendement intéressant. Donc je dirais essayer d'attraper une vague 2 au sein de cette ancienne résistance, entre la zone 61-76,4 de retracement, une fois qu'on aura validé le plus bas, bien entendu. Voilà. Donc il faudra mettre à jour vos Fibos une fois qu'on aura trouvé le bottom et donc qu'on sera sorti durablement de cette lessiveuse. Donc je rappelle, la condition pour sortir des clôtures au-dessus de la résistance, plus d'une clôture, hein, si on fait une clôture et que la suivante se refait à l'intérieur, retour dans la lessiveuse. Et le momentum doit se réorienter au-dessus de 0 pour valider une sortie de cette dernière. Donc voilà, euro-yen, je vais mettre une alerte moi typiquement ici pour l'instant, puisque je pense que ça pourra être intéressant de jouer des reventes sur l'euro-yen, mais dans ce cas-là sur des prix beaucoup plus faibles que ceux qui avaient été anticipés précédemment. Là apparemment le marché nous montre que les vendeurs sont bien plus présents que ce que j'avais anticipé dans ce marché, donc pour l'instant tout ça on supprime, ça n'a plus d'importance. Je pense que les vendeurs tiennent fortement ce marché sur l'euro-yen, donc on va essayer de se repositionner dedans dès que possible. La UDNZD, est-ce que ça décolle? Toujours pas, toujours du bruit, toujours de l'accumulation, donc on ne cherche pas à compliquer la bête. On attend l'impulsion haussière pour passer sur des positions leveragées. Pour ma part, je reste donc totalement neutre dans ce marché, sans aucune conviction, donc pour ma part. Voilà, je reste dubitatif et attentiste sur ce marché. Je veux un décollage haussier, le marché attend un catalyseur, peut-être que ce sera ces trucs-là. En fait, il nous faut une raison, mais dès que là on franchit les résistances, je vous l'ai dit, voilà, il y aura le gros levier pour ma part sur la UDNZD dès qu'on franchit ces trucs-là. Voilà, je pense que là on peut même abaisser le niveau de rentrée. Pour moi, si on bascule au-dessus de ça déjà, ça devient très intéressant. Voilà. Donc là, je pense que c'est une alerte full leverage à UDNZD. Voilà. Si franchement, si ce truc la pète, je pense qu'il faut rentrer tous les renforts à UDNZD
Le but, c'est anticiper, accumuler avec des bons prix ici et s'exposer convenablement après quand on a une breakout, puisque au niveau du breakout, on peut remonter le stop. Et là, du coup, je peux me permettre de mettre du levier comme un cochon. Pour l'instant, ça reste spéculatif. Donc la UDNZD, pas mettre non plus un gros levier dessus. Après, ça reste du FX. Hein. Le Forex ne va pas vous balayer 10% dans une journée comme peut le faire le Bitcoin. Hein. Voilà. Allez, je regarde le reste. Rien d'intéressant. De toute façon, le reste, c'est les actions. Et comme je l'ai dit, on fait pas de... On ne s'amuse pas sur les actions à l'aube d'une échéance 4 sorcières. Voilà. Allez, je vous souhaite donc une agréable fin de semaine, de bons trades. On se retrouve lundi pour une émission weekly. Peut-être éventuellement, si le Bitcoin fait quelque chose d'intéressant ce week-end, on fera peut-être une émission spéciale Bitcoin le samedi soir ou dimanche soir. Sinon, on se retrouve lundi matin donc pour une émission hebdo. Bye bye et soyez sages.